Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous. Au sommaire de cette émission hebdomadaire constituée KO Week News, nous allons parler du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Mais surtout, il faut préciser une chose, c'est que le Sénégal va énormément rythmer cette édition qui va amorcer comme ça la fête de Pâques et souhaiter encore une bonne continuation à tous les musulmans pour le mois du Ramadan. On parlera du Sénégal énormément dans cette émission. On parlera de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Suisse, avec une brillante présentation d'un président d'une institution de Côte d'Ivoire. Nous allons faire un crochet du côté du Gabon, du Mali, du Tchad, de la Guinée, où on fera un petit souvenir. Je suis Constieka, restez des nôtres. Le Sénégal, tout le monde le sait désormais, a un nouveau chef d'État brillamment élu, avec aussi de la manière, à savoir son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, âgé de 44 ans. Vous êtes sur votre petit écran. Nous allons vous rappeler quelques points essentiels durant la campagne de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À savoir que ce jeune très populaire, comme son mentor, Sonko d'ailleurs, très populaire auprès de la jeunesse sénégalaise et du peuple sénégalais, aujourd'hui, le constat est simple. Élu à l'écrasante majorité dès le premier tour, c'est quelque chose qui honore la démocratie sénégalaise. On va se faire un petit rappel et voir un tout petit peu qu'est-ce qu'il prône réellement. L'équipe de rédaction de CNN a résumé en 10 points le programme du nouveau président, du nouvel homme fort, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le chef de l'État du Sénégal. Le nouveau président élu du Sénégal en 10 points essentiels résumés par toute l'équipe de rédaction de CNN. Premier point, renégocier les contrats sur le gaz et le pétrole offshore. Deuxième point, revoir l'octroi des permis de pêche accordés aux compagnies étrangères. 3. Sortir le Sénégal du néocolonialisme en fermant les bases militaires et revoir les accords de défense. 4. Pour une nouvelle monnaie, l'éco. Ou alors sortir du CFA ou au pire créer une monnaie sénégalaise. 5. La réforme de la CEDEAO pour un fonctionnement plus efficace. 6. Assumant son non-alignement à l'ONU face à la Russie. 7. Mettre fin au chômage des jeunes au Sénégal. 8. Souveraineté économique, le modèle actuel perçu comme injuste par le maximum de la population sénégalaise. 9. Et réalisme, équilibrage de la diplomatie étrangère, y compris avec la CEDEAO et la France. 10. Implanter des industries de transformation au Sénégal. Voilà résumé en 10 points par l'équipe de rédaction de CNN le gros de ce que prépare et de ce que prévoit l'actuel président du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, je vous le rappelle, est âgé de 44 ans. Restez des nôtres sur Constieka All Week News. Nous y reviendrons sur le Sénégal. Je vous ai dit que le Sénégal allait rythmer énormément ce programme, le Constieka Week News, ce programme hebdomadaire qui parle, s'il faut le rappeler, de politique, d'économie et aussi de tourisme. Nous allons faire un crochet tout de suite dans le pays du patriarche africain, M. Paul Biya, qui, comme le rappelait un confrère journaliste, l'actuel président élu à la majorité de son peuple, c'est-à-dire au Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'avait que 2 ans quand le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, prenait le pouvoir. Nous allons dans ce pays, le Cameroun. La délégation régionale du ministère des Transports camerounais en pleine réflexion pour mieux lutter contre le changement climatique. À l'occasion de la journée mondiale de la météo, en présence de nombreux responsables de divers ministères camerounais. Reportage Raoul Sankoué, Eric Bikek, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua et Stéphane Négou.
Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la météo, les responsables de la délégation régionale du ministère des Transports pour le littoral et ceux de la SECNA se sont retrouvés ce 23 mars 2024 au petit matin pour un match amical de football. La dite rencontre s'est tenue au stade de la base aérienne de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Le coup d'envoi de ce match amical, digne d'un véritable choc climatique, a été donné par M. Serge Pelé Onana, chef service de la météo du littoral. Dans les 45 premières minutes de jeu, les deux équipes se sont tenues en tenaille sur un score de parité d'un but partout. De retour des vestiaires, l'équipe de la délégation régionale du ministère des Transports pour le littoral va doubler la mise à travers plusieurs actions, mais sera davantage rattrapée par le but d'égalisation de l'équipe de la SECNA. Une équipe qui va davantage se frayer une route afin de trouver le chemin des filets de la délégation régionale du ministère des Transports à 2 reprises. Score final, 4-2. Une occasion de divertissement qui a permis aux deux structures non seulement d'évaluer leur performance physique, mais aussi et surtout de renforcer leur lien de coopération. Nous avons beaucoup apprécié l'état d'esprit. Vous savez que nous avons eu une semaine d'activité intense qui s'achève aujourd'hui à travers une communion autour du ballon rond, symbole d'unité, de fraternité, entre deux structures qui se connaissent très bien, la SECNA et les transports. Je dois vous rappeler que si la météo se retrouve dans les transports, c'est à travers les activités de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne. Donc notre ADN, c'est à la SECNA. Donc c'était en même temps l'occasion de se rappeler de cette histoire. On va d'abord dire merci aux gars du ministère des Transports parce que c'est la fête de la météo, c'est la fraternité. Donc nous n'avons pas remporté, nous avons tous ensemble remporté cette victoire parce que s'ils n'étaient pas là, nous ne devons pas jouer, on ne pouvait pas jouer seul. Et nous les remercions pour leur disponibilité en ce jour, parce que c'est un jour de week-end également. Nous savons qu'ils travaillent en semaine, c'était un jour de repos pour eux, mais ils ont voulu qu'on communie ensemble ces journées de la météo. Les vainqueurs, comme les perdants de cette rencontre, sont davantage heureux de célébrer la météo et de travailler ensemble pour mieux lutter contre le changement climatique et préserver l'environnement. C'est déjà une très bonne ambiance, moi vous avez constaté. On avait une très belle équipe de nos partenaires du transport. Et ils ont voulu nous démontrer quoi, s'ils sont capables. Mais vous savez, le ballon il est rond et c'est pas parce que vous menez que vous avez gagné la partie. Mes coéquipiers et moi, nous avons pris le dessus parce que le nouveau sang a été injecté dès la deuxième partie. Et puis, nous ne pouvons que féliciter tout le monde puisque c'est une victoire d'ensemble. Déjà, nous remercions l'équipe de la SECNA qui a bien voulu partager cette journée avec nous. Il faut savoir aujourd'hui, on est en train de couronner les festivités démarquant la 64e journée de la météo. Alors, qui dit en grande ligne de l'action climatique, dit en première ligne physique. Il fallait bien qu'on partage ce moment ensemble. Bon, par rapport au score, il fallait bien. Bon, le meilleur a gagné, ils sont très bons, très jeunes. Et je leur souhaite bon courage. Après une table ronde de réflexion pour trouver des solutions face aux effets néfastes du changement climatique, la délégation régionale des transports pour le littoral, à travers cette matinée sportive tenue à l'occasion de la 64e édition de la Journée mondiale de la météo, souhaite disposer d'un esprit sain dans un corps sain afin de pouvoir mieux affronter les différents défis climatiques à venir. Après le Cameroun, rien de plus normal que d'aller en Côte d'Ivoire. Et comme je vous disais, les chrétiens sont dans une période sainte, la fête de Pâques, et aussi les musulmans en plein mois de carême. Et nous allons aborder un sujet qui touche la rupture du carême en Côte d'Ivoire. La rupture du jeûne en présence du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Téné Birahima Ouattara, qui a pris part à ce grand moment de partage, de convivialité, renforçant ainsi les liens entre les soldats et leur hiérarchie. Reportage Raoul Sankoué, Ousmane Koulibaly et Marcel Bassolé. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a pris part à la rupture collective du jeûne à la caserne de la gendarmerie d'Arban. Cette année, le carême chrétien et le ramadan se déroulent à la même période. Cet instant de partage, de cohésion et de solidarité a permis de rassembler les unités des forces armées de la Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale afin de renforcer les liens entre les soldats et leur hiérarchie. Prenant la parole pour la circonstance, l'imam de la caserne de la gendarmerie d'Arban a salué l'initiative de la hiérarchie. Nous vous disons grand merci et nous remercions le Seigneur miséricordieux de nous avoir donné ces instants de partage entre nous, instants, des moments de fraternité, des moments de convivialité
et des moments d'amour. Le colonel-major Bakayoko Lassana, président de la communauté musulmane de la Gendarmerie nationale, a quant à lui rappelé que cette cérémonie est une reconnaissance à Allah. La cérémonie de ce soir est aussi celle du témoignage de la reconnaissance et de la gratitude à Allah, à nos autorités ainsi qu'à nos aînés. En effet, notre communauté, grâce à la bénédiction du Très-Haut, à la bienveillante attention de notre hiérarchie et avec l'encadrement de nos aînés, s'est davantage structurée et a gagné en maturité, visant à faire des militaires et du gendarme un bon croyant et un bon soldat. Cette rupture collective du jeune a offert l'opportunité au général de corps d'armée, le général Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, d'exprimer sa gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées, son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais dire très respectueusement, Monsieur le ministre d'État, notre fierté d'exercer à côté de vous. Et cette fierté tient au fait que surtout, nous vous reconnaissons avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, très pieux. Nous prions pour vous-même, pour votre famille et à travers vous, pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Ce moment singulier de spiritualité partagée est un signe de Dieu invitant à plus de solidarité, de partage et de vivre ensemble dans la paix afin de parachever l'immense œuvre de développement de la Côte d'Ivoire sous la houlette de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées. Au-delà de la rupture, c'est plutôt donc plusieurs confessions religieuses qui se retrouvent sur cette place ici aujourd'hui. Et grâce au Tout-Puissant, il se trouve que donc le jeune chrétien et le jeune musulman se font cette année à la même période. Et je dois dire que c'est un message du Tout-Puissant à notre endroit pour nous inviter à la cohésion des religions, la cohésion des populations, pour que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire puissent donc aller dans le même sens. Son Excellence le Président de la République est à l'écoute de ses armées. Retour sur notre plateau avec ce moment très convivial où on a vu le ministre d'État, ministre de la Défense, entouré des soldats et de membres de la haute hiérarchie des forces de défense de Côte d'Ivoire, partager comme ça la rupture du jeune. Ça fait plaisir de créer cette ambiance. C'est aussi ça l'Afrique, c'est un peu le legs de nos grands-parents, de nos ancêtres, cette convivialité, ce rapprochement et surtout dans l'humilité. Nous allons parler tout de suite du Sénégal. Je vous ai dit au départ de ce programme que le Sénégal rythmera énormément cette émission. Parlons-en des élections. L'élection présidentielle au Sénégal a été une réussite démocratique sur tous les plans et dans un calme inhabituel sous d'autres cieux en Afrique. Ce qui prouve à souhait le respect des institutions. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Gozo Richard. Le vote pour le compte de l'élection présidentielle au Sénégal s'est déroulé le dimanche 24 mars 2024. Jusqu'à la mi-journée, ils sont toujours nombreux, ces citoyens en âge de voter, à affluer vers les centres de vote pour faire leur choix parmi les 19 candidats en lice pour la magistrature suprême. C'est la mobilisation des grands jours dans les 16 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire sénégalais ce dimanche. Tous veulent accomplir leur devoir citoyen. Ici, dans ce collège situé dans l'arrondissement Parcelles Assénie, unité 19 à Dakar, de longues files d'attente se sont formées devant ce bureau de vote avant même l'ouverture ce matin à 8 h. Cet arrondissement de Dakar est en majeure partie peuplé de jeunes, à l'instar de Mamé Diarra Diop. Elle vote dans le bureau 8 et attend de ce scrutin un changement. On s'attendait de lui, on n'a rien vu par rapport à l'éducation, à la santé et tout. C'est Roux Diomaye Faye. C'est le changement en fait. Et c'est ce que les Sénégalais vivent. C'est ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'il nous a montré. Puisque lui, il connaît très bien. Nous, ce qu'on vit, c'est difficile, c'est pas si facile. Tout ce qu'on s'attend de lui, c'est qu'il y ait beaucoup de changements. Ce jeune électeur sénégalais a quant à lui opté pour le candidat de la continuité, Amadou Ba, dauphin désigné de Macky Sall. De 2012 à maintenant, le président a travaillé à développer le pays.
À Madouba, pendant la campagne, on a entendu son discours dans toutes les régions où il est passé. Il a expliqué son programme. C'est grâce à cela que j'ai vu qu'il était un vrai leader, quelqu'un qui pouvait nous emmener encore plus loin que Macky Sall. 5000 personnes sont inscrites dans ce centre de vote et à 15h, on comptait déjà un peu plus de 2698 votants, soit plus de 50% de taux de participation. Pour Yamsar Gay, superviseur de la Commission électorale nationale autonome, la participation de cette élection pourrait être supérieure à la dernière élection présidentielle. Même moi, quand je suis venu, j'ai trouvé des gens ici en rang. Donc, depuis ce matin, ils étaient là. Donc, les gens très motivés, ils étaient là. Donc, enfin, vous voyez vous-même, donc les gens sont là. Donc, il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Donc, les gens votent, c'est libre et c'est transparent, donc tout le monde est là. Dakar uniquement regroupe près de 1 800 000 électeurs sur les 7 300 000 électeurs que compte le Sénégal. Toujours au Sénégal, une élection qui a brillé de mille feux de par le calme, de par sa réussite, comme l'attestent d'ailleurs certains observateurs. Dans le pays de la Teranga, tous les observateurs régionaux et internationaux sont unanimes sur l'excellence de la pratique démocratique du peuple et des acteurs politiques sénégalais. Reportage, Charlotte Abdoulaye, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua. À la demande du gouvernement sénégalais, la CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne ont déployé des missions d'observation au Sénégal pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024. À la fin du scrutin, les chefs de délégation de ces organismes ont été reçus par le président sortant de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. L'Union africaine et l'Union européenne expriment leur satisfaction au chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall. Le Sénégal vient de prouver encore à la face du monde de la maturité de sa démocratie. Avant de venir ici, nous avions appris la félicitation qui était faite par Amadouba, le candidat, à son homologue. Et ici, nous apprenons que même le chef de l'État vous avait appelé. Moi, je suis ému. On ne pourrait que dire ça à tout le monde. S'il faut aller apprendre, il faut venir ici. Pour sa part, la chef de mission de l'Union européenne a quant à elle relevé la transparence du scrutin. On a pu observer en toute transparence, on a eu accès à réunions avec tous les organes qui ont organisé les élections. Et comme ça a été dit par mes collègues chefs de mission, les institutions démocratiques sénégalaises ont montré qu'ils sont fortes et que l'état de droit, comme vous avez mentionné vous-même, est fort ici. Au niveau sous-régional, le Conseil de sages et la CEDEAO se sont réjouis de la transparence dont le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a fait preuve. Nous, de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes très fiers de la République du Sénégal. Vous avez fait preuve de leadership et j'ai discuté avec pas mal de leaders dans le continent. Ils ont tous reconnu votre leadership par rapport à la CEDEAO. Comme vous le savez, mon collègue, le prof l'a dit, au niveau de l'Union africaine également, pour nous, nous sommes les doyens de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons besoin de leaders dynamiques comme vous pour faire avancer les intérêts du continent et ainsi pour travailler pour la CEDEAO. C'est très important. Encore une fois, je voudrais vous féliciter et féliciter l'ensemble du peuple sénégalais pour le bon déroulement des élections. Lorsque les élections sont organisées et qu'il n'y a pas de souci, les gens acceptent les résultats des élections, c'est quelque chose de très important et tout le monde applaudit. Et je crois que cela a un lien avec le leadership dont vous avez fait montre. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a quant à lui mis l'accent sur un processus électoral acquis de haute lutte. La démocratie, elle est ancrée, elle a été obtenue de haute lutte par plusieurs générations où, année après année, élection après élection, on a parfait quelque peu la transparence. Et vu la diversité des acteurs qui agissent dans l'élection au Sénégal, la justice a un rôle, même le Conseil constitutionnel, il n'agit qu'au moment du dépôt et au moment de la proclamation. Après, il n'est plus responsable de rien dans le processus électoral. Il n'est plus.
La Cour d'appel, c'est elle qui fait le recensement dans les départements et c'est elle qui proclame. La Sénat, c'est elle qui contrôle et qui peut rectifier les autorités administratives. L'exécutif, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. C'est dire que le système, il est très transparent. Et c'est pourquoi les Sénégalais, ils croient en leur système électoral et ils règlent leurs problèmes à travers le vote. S'ils veulent un changement, ils savent voter, ils savent parfaitement voter. Les 3000 observateurs déployés sur toute l'étendue du territoire repartent satisfaits du scrutin présidentiel du 24 mars 2024 au Sénégal, qui a vu la victoire de l'opposant Bassirou Diomaye Faye, élu président de la République du Sénégal dès le premier tour. Eh oui, quand on voit un jeune comme ça de 44 ans qui remporte au premier tour des élections dans un pays à fort potentiel démocratique, à forte pratique de la démocratie, il est important ici de rappeler un tout petit peu ce que disait son mentor, qui lui a été empêché de se présenter au vu des condamnations dont il fait l'objet. Il a préféré tout de suite mettre en place son second qui a remporté au premier tour. Mais nous allons écouter un peu ce que disait Sonko dans un brillant meeting avant le scrutin présidentiel à Dakar, au Sénégal. Lors du meeting de campagne, à travers lequel le leader charismatique Sonko a présenté aux populations les deux épouses légales de son poulain, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il a fait des déclarations sous fort applaudissement de la population en leur présentant ainsi les épouses officielles du candidat officiel, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On se regarde ce moment d'engouement comme nulle part ailleurs. Tout est possible, rien n'est impossible. Que personne ne vous fasse croire qu'on ne peut pas incarner notre propre souveraineté. Nous serons désormais un État souverain, indépendant, qui collaborera avec tout le monde, mais dans des partenariats gagnant-gagnant et non pas dans des contrats léonins. C'est fini. Que personne, et surtout pas les intellectuels complexés, certains intellectuels complexés, qui veulent nous faire croire qu'il est impossible de négocier nos contrats miniers et pétroliers qui sont au détriment du Sénégal. C'est faux, nous les négocierons. Que personne ne vous fasse croire qu'il n'est pas possible de réfléchir souverainement sur notre propre politique monétaire. C'est faux, nous allons le faire. À partir de ce dimanche, nous entrerons dans une nouvelle ère qui sera l'ère des possibles, l'ère du développement, l'ère du progrès, l'ère du rééquilibrage de nos relations avec le monde. dama bëgg ngeen gëm loolu te su ngeen ko diggee nañ ko def mbokk yi li ci des bëriwul te seen candidat dafa war a wax ak yéen man maa leen ne caaxaan taxul ma tànn Bassirou Diomaye Diakhar Faye balaa ma koy jox kaddu gi nag dama leen di présenté samay soxna laa leen di présenté balaa ma leen di jox kaddu gi muy ay soxnay président Bassirou Diomaye Faye ma leen di présenté d'abord Eh oui, la jeunesse africaine veut prendre les rênes du pouvoir. Mais il est important quand même de mentionner, et l'équipe de rédaction du CNN est allée fouiller un tout petit peu dans des réserves d'images que nous avons, et pour se focaliser sur ce qu'a dit l'ancien président de la Guinée-Conakry, son Excellence Alpha Condé. Vous verrez, vous entendrez, et vous comprendrez que quand on est à l'opposition, tout est toujours facile. Mais quand on y est, quand on est assis sur le fauteuil présidentiel, on se rend compte que tout est différent. On écoute un tout petit peu ce petit moment
que nous avons décidé de vous présenter un extrait de l'ancien président de la République de Guinée-Conakry, son Excellence Alpha Condé, à sa prise de parole lors de la deuxième conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour faire ainsi un bilan des progrès accomplis par les États africains afin de rompre avec les échecs et permettre d'espérer en une nouvelle génération des jeunes Africains. Ce qui a retenu l'attention de toute la coordination de la rédaction de CNN est ce constat fait par le président Alpha Condé qui, dans l'opposition, n'a eu cesse de critiquer le pouvoir en place. Et une fois élu président de la République de la Guinée-Conakry, écoutez ce qu'il dit. Concernant la Guinée, pendant la période coloniale, la Guinée était de toutes les colonies françaises celle qui avait le meilleur destin. On était à la fois un scandale géologique et un scandale agricole. Lorsque la France a constaté qu'elle allait perdre la guerre d'Indochine, ils ont décidé de faire de la Guinée le remplaçant du Tonkin pour fournir le riz à toute l'Afrique occidentale. Alors, comment expliquer qu'avec tous ces avantages, pendant la période coloniale, l'agriculture guinéenne dépassait l'agriculture ivoirienne? Nous exportions 200 000 tonnes de bananes. La Côte d'Ivoire. Comment expliquer donc qu'avec tous ces avantages, nous sommes aujourd'hui un des pays les moins développés? Lorsque j'ai été élu en 2011, on n'avait même pas de relations avec les institutions internationales. Alors que les autres pays avaient eu les PPT depuis des années, nous, on était au banc. Et l'inflation était à 21%. Lorsque j'ai été élu, j'ai demandé au Fonds monétaire de venir me faire les lieux. Quand ils ont fait l'état des lieux, j'ai regretté d'avoir voulu être président en Guinée quand j'ai vu quelle était la situation. À chacun sa compréhension, à chacun de retenir et de méditer. L'heure est venue de remercier notre partenaire officiel, l'UIL, l'Université internationale de Libreville au Gabon. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Voilà, Université internationale de Libreville au Gabon qui forme les générations et des générations des meilleurs cadres africains qui vont comme ça tenir haut l'étendard Afrique. Retour encore au Sénégal où le président Macky Sall n'est pas de tout repos. On sait très bien que le 2 avril, il avait décidé de passer le pouvoir au cas où son successeur était élu au premier tour. Dieu a exaucé ses vœux et le président Macky Sall continue néanmoins à respecter son agenda politique. Avant son départ effectif, le 2 avril 2024, comme je le disais tantôt, son Excellence Macky Sall a réceptionné le garage du parc spécial. Une réforme toute à l'honneur du président sortant sur l'organisation des parcs automobiles, dont celui de la présidence de la République du Sénégal en premier. Vous constaterez que c'est une véritable organisation que va hériter son successeur, son Excellence désormais président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Reportage Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé.
Le lundi 25 mars 2024, après les honneurs militaires dus à son rang, le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a coupé le ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative du garage du parc spécial, un service rattaché à la présidence de la République. Par la suite, le chef de l'État a effectué une visite guidée du dit garage. La construction de ce garage émane de la modernisation de l'administration engagée par le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. Il a fallu beaucoup de courage pour démarrer cette réforme de l'administration. J'avais dit qu'on commence chez moi, à la présidence. Et il fallait arrêter la gestion quelque peu désorganisée et du parc, et des déplacements, des missions. C'est ainsi que j'ai pris un décret numéro 2021-03 qui définissait désormais l'organisation des parcs en 3 composantes. Un, c'était le parc de commandement qui concerne les véhicules du chef de l'État sous la direction et le contrôle du gouverneur militaire du palais. Ensuite, le parc spécial. Ce parc est destiné à doter de moyens logistiques de véhicules aux hôtes de marque, chefs d'État, souverains, invités spéciaux, etc. Évidemment, nous devons assurer la sécurité des personnes transportées. Il a fallu aussi faire les réformes et acquérir de nouveaux véhicules. Nous avions constaté déjà que sur la durée des 7 premières années de ma gouvernance, l'État avait dépensé plus de 300 milliards en acquisition de véhicules. 300 milliards. Et le rythme de dégradation était tellement important que quasiment les véhicules acquis sur 12 mois, 18 mois, ils étaient hors service. C'est ainsi que j'ai instauré l'indemnité et supprimé les véhicules par nécessité de service, et seul un nombre limité d'autorités de la République sont habilitées à disposer aujourd'hui d'un véhicule de fonction. La visite guidée du garage du parc spécial a permis au président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, de découvrir le garage ultra-moderne qui assurera désormais l'entretien et la maintenance des véhicules présidentiels. Ce travail, il faut dire qu'il a été une grande réussite avec l'admission à la norme ISO 9001 version 2015 par l'AFNOR. Je sais combien ils ont été critiqués, le secteur général, son administration, la DMG, parce qu'ils ne donnent plus, ils sont compliqués, ils demandent des procédures aux gens qui n'étaient pas habitués à donner des procédures. Mais on a tenu bon et ils ont été certifiés. Ça a été un pas très important. Mon ambition était de faire en sorte que toute l'administration puisse passer par ce filtre. Il y aura des résistances, mais il ne faut pas se décourager face aux résistances. Il faut poursuivre cette réforme. C'est pourquoi j'encourage l'objectif que vous avez sur la santé et l'hygiène au travail et vos objectifs également d'atteindre la norme ISO 45001, version 2018. C'est dire que ce garage aussi va être certifié. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, s'est félicité des résultats obtenus. Eh oui, le Sénégal aura montré aux yeux du monde que l'Afrique est un continent qui, pas à pas d'escargot, grimpe et deviendra aussi ce continent où on pourra compter désormais avec tous ses fils. Nous allons du côté de la Suisse où le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est rendu pour une cérémonie officielle. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, s'est rendu à Genève, en Suisse, afin de participer à la 148e Assemblée de l'Union interparlementaire. Sa brillante prise de parole au perchoir de cette 148e Assemblée, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a été simplement digne représentant de la Côte d'Ivoire. C'est qui lui vaut d'être choisi parmi les 5 représentants de l'Afrique à la réunion des parlements du monde en 2025. Et comme toujours, il n'a eu cesse de plébisciter le premier éléphant de Côte d'Ivoire, à savoir le président Alassane Ouattara. Reportage Raoul Sankoué, Marcel Bassolé, Gozo Richard.
La 148e Assemblée de l'Union interparlementaire s'est tenue à Genève, en Suisse, du 23 au 27 mars 2024. L'Assemblée des organes statutaires de l'Union interparlementaire, notamment le Conseil directeur, les commissions permanentes, le Comité des droits de l'homme, des parlementaires et le Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient, ainsi que le Forum des femmes parlementaires et le Forum des jeunes parlementaires, se sont réunis à cette occasion. Le débat général porte sur le thème général diplomatie parlementaire. Tisser des liens pour promouvoir la paix et la compréhension. Au perchoir de la 48e Assemblée de l'Union interparlementaire, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, a donné la position de son pays, la Côte d'Ivoire, sur le thème de cette Assemblée. La diplomatie parlementaire doit être une force motrice pour l'établissement d'un ordre de paix et de compréhension. C'est fort de cette conviction que j'ai fait de la diplomatie parlementaire un axe majeur de ma politique pour rester dans la droite ligne du président Alassane Ouattara qui inspire nos initiatives dans ce sens. Je crois en la force de la diplomatie parlementaire et reste plus que jamais convaincu que nos assemblées parlementaires ont le pouvoir d'influencer positivement les relations internationales et nous devons chercher des moyens d'intensifier nos efforts dans ce domaine. L'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a clos son allocution avec une pique de rappel. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de football, avec à sa tête le capitaine Alassane Ouattara, vous dit merci. L'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a par la suite eu des entretiens avec plusieurs de ses homologues présents à Genève. La délégation parlementaire ivoirienne, conduite par son président, l'honorable Adama Bictogo, a eu une réunion de travail avec le secrétaire général de l'Union interparlementaire. À l'issue de cette réunion, l'honorable Adama Bictogo a exprimé sa gratitude au secrétaire général de l'Union interparlementaire. Le secrétaire général qui organise donc le comité pour l'organisation donc de la réunion des parlements du monde en 2025 a bien voulu donc que je sois parmi les 5 représentants de l'Afrique et j'ai voulu donc venir lui exprimer cette gratitude du fait donc de m'avoir désigné parmi les 5 présidents de Parlement. Martin Chongon, secrétaire général de l'Union interparlementaire, a quant à lui salué la présence active de l'honorable Adama Bictogo dans les instances de l'Union interparlementaire. J'ai eu l'occasion de saluer la présence active de son Excellence dans les instances de l'Union, d'être un champion de la diplomatie parlementaire qui aujourd'hui a le potentiel d'apporter des solutions pérennes aux problèmes qui minent le monde. Et à ce sujet, j'ai constaté qu'il porte plusieurs casquettes en tant que président de l'Union parlementaire africaine, mais également président de l'Union parlementaire de l'OCI, à ces différents titres et peut apporter différentes perspectives aux travaux de l'Union. L'Union interparlementaire est l'organisation mondiale des parlements nationaux, fondée en 1889 par un petit groupe de parlementaires qui se consacrait à la promotion de la paix par la diplomatie et le dialogue parlementaire. Elle est depuis devenue une organisation véritablement mondiale des parlements nationaux avec 180 parlements membres et 15 membres associés. Elle favorise la diplomatie parlementaire et donne au Parlement et aux parlementaires les moyens de promouvoir la paix, la démocratie et le développement durable dans le monde. Un séjour des plus brillants du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, qui a encore prouvé et faire preuve à tout ce beau parterre que la Côte d'Ivoire est désormais une destination économique, une destination touristique, une destination où il faut beau vivre sous le leadership du président Alassane Ouattara. Nous faisons une escale au Mali, le pays du président Assimi Goïta. Le gouvernement malien, par le biais de son ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga, a signé le livre des condoléances à Bamako suite à l'attaque terroriste perpétrée à Moscou et qui a fait une centaine de morts. Reportage Raoul Sankoué, Gozo Richard, Marcel Bassolé.
Au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et du peuple malien, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, accompagné de son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a signé le lundi 25 mars 2024 à l'ambassade de la Fédération de Russie à Bamako le livre de condoléances suite à l'attaque terroriste perpétrée à Moscou, au centre Krokus-Sisi, le vendredi 22 mars 2024. J'ai appris l'attaque terroriste perpétrée à Moscou, au centre Krokus-Sisi, le vendredi 22 mars 2024, qui a coûté la vie à plus d'une centaine d'innocents et fait plusieurs victimes. En cette douloureuse occasion, je voudrais, au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement, du peuple malien et en mon nom propre, exprimer au peuple ami de la Russie, aux autorités ainsi qu'aux familles durement éprouvées ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues. Je formule des vœux ardents de prompt rétablissement aux blessés. Pays épris de paix et de justice, le Mali condamne énergiquement cet acte ignoble et s'associe aux efforts de la Fédération de Russie visant à éradiquer le phénomène du terrorisme que rien ne serait justifié. Je réitère notre solidarité aux autorités et au peuple russe. Dans ces moments pénibles, la Fédération de Russie peut compter sur la République du Mali, pleinement engagée dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Pour sa part, l'ambassadeur de Russie à Bamako a remercié le gouvernement et le peuple malien pour sa compassion à l'attention du peuple russe. Nous remercions beaucoup nos amis maliens que vous êtes touchés par cet attentat ignoble. Et merci beaucoup d'être arrivé ici. Je voudrais aussi vous informer que les condoléances que Son Excellence M. Assimi Goïta a adressées à Son Excellence M. Vladimir Poutine ont été déjà envoyées à Moscou. Le bilan de l'attaque contre une salle de concert de la banlieue de Moscou s'est alourdi. Selon les autorités, un peu plus de 133 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. Et il pourrait encore remonter, car les recherches dans les décombres du bâtiment ravagé par les flammes et dont le toit s'est partiellement écroulé se poursuivent et pourraient prendre des jours. Après le Mali, allons-y faire un tour du côté du Gabon, en Afrique centrale, où notre correspondant Teddy Ossé est toujours à l'affût de tout ce qu'il y a de propre, d'informations vraies, pour vous apporter à vous, téléspectateurs de nos différents programmes, et surtout de celui-ci, le Constier Call Week News, ce qui se fait de mieux dans notre continent et dans nos divers pays africains. Au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas de tout repos. Président de la République de ce pays, le Gabon, il a visité dans la province de Logoué-Vindo le vaste gisement de minerais de fer, l'un des plus importants au monde. Son Excellence le Président de la République gabonaise a sensibilisé toutes les parties concernées dans ce projet. Et il a mis un accent sur tous qui exploreront les minerais de fer dans cette zone, de penser surtout aux populations gabonaises. Cette population à laquelle il attache une importance particulière et leur veut que du bonheur. Reportage Charlotte Abdoulaye, Teddy Ossé, du côté de Libreville. En séjour de travail dans la province de Logoué-Vindo, le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué une visite sur le site d'exploitation de minerais de fer de Belinga, dont le district de Mvadi, afin de s'enquérir des mécanismes liés à l'exploitation de ce vaste gisement de minerais de fer du Gabon. Considéré comme un projet à fort potentiel pour le secteur minier, ce site possède un des plus grands gisements de minerais de fer au monde et favorisera le développement économique de la province de Logoué-Vindo et du Gabon en général. Belinga, ce site qui nous est cher, et ce site qui est précieux pour l'ensemble des Gabonais. Ce site qui est également l'avenir de la jeunesse, l'avenir du Gabon. Notre avenir, qui se joue ici en Belinga. Et pour cela, je voudrais encourager tous ceux qui sont ici présents de se donner avec le cœur et de travailler avec abnégation pour la réussite de ce projet qui est si cher
pour nos enfants et ceux qui nous regardent. Le site de Belinga s'étendant sur près de 5000 km² et les réserves en fer sont estimées à près de 1 milliard de tonnes. Sa mise en exploitation offre des opportunités d'emploi à plus de 400 Gabonais. À ces jeunes Gabonais qui vont venir au mois d'août ou au mois de septembre en Australie pour s'imprégner, acquérir le métier des mines en forêt. C'est quelque chose qui nous honore. Et je me félicite aussi des échanges que nous avons eus et d'être revenus sur certaines modalités que vous avez bien voulu accepter, notamment sur la Convention. Les Gabonais aujourd'hui l'apprécient, le fait qu'on puisse regarder ensemble quelques points de cette Convention qui n'a jamais été signée sur le sol gabonais. Merci aussi pour le modèle économique que vous m'avez montré ce jour-là et que vous avez prôné. Je vois ce que vous faites en Australie pour les aborigènes. Je vois comment vous avez développé la région, comment vous avez créé des milliers d'emplois. Nous ici, ce sont les peuples autochtones, pour ne pas dire les peuples indigènes. Je veux qu'ils en profitent. Je veux qu'ils soient aussi contents. Parce que Belinga, c'est aussi pour eux. Je veux que personne ne soit exclu. Et qu'ensemble, dans ce partenariat, que ce soit un partenariat d'avenir gagnant-gagnant. Sous l'impulsion du président de transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, ce projet longtemps laissé en oubliette devrait bientôt donner la pleine mesure de son potentiel en minerai de fer non exploité à ce jour. Si on peut dire officiellement que les lampions se sont éteints du côté de la Côte d'Ivoire après la brillante prestation et la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, mais pour le gouvernement, rien n'est terminé. Le gouvernement tient à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est cette manière de faire qui est appréciée par tous. Et vous allez voir, grâce à la caméra d'Ousmane Coulibaly, ce que le gouvernement continue de faire. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Robert Begré-Mambé, a présidé la rencontre de gratitude de la nation aux milliers de jeunes bénévoles et volontaires de la CAN 2023. Avec la présence des membres du gouvernement, presque dans la totalité je dirais, le Premier ministre, dans son humilité légendaire, qu'avait aussi à ses côtés le président du COCAN et le ministre de la Jeunesse, de la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire, M. Touré Mamadou, qui a un souci permanent et qui a une envie, c'est de voir la jeunesse de Côte d'Ivoire réussir sur tous les plans. Un brillant ministre, le ministre Touré Mamadou. Vous allez voir cette ambiance du Palais des Sports, couvert par la caméra d'Ousmane Coulibaly, comme vous voyez en ce moment, ce palais plein comme un œuf. Reportage Ousmane Coulibaly et votre humble serviteur. C'est dans un palais des sports de Treichville à Abidjan, plein comme un œuf, que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a décidé d'honorer les dignes ambassadeurs que sont les bénévoles et volontaires qui ont joué leur partition dans l'ombre pour la CAN 2023. Ils étaient presque 10 000, ces volontaires et bénévoles ivoiriens, acteurs principaux pour la réussite de cette CAN 2023. Présidé par son Excellence M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, ministre des Sports et du Cadre de vie, en présence de nombreux ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et du président du COCAN, M. le maire de Treichville, Albert Amicha. Quand nous avons parlé du programme volontaire, programme bénévole, beaucoup de nos frères et sœurs étaient sceptiques. Quels sont ceux qui ont été les acteurs principaux de la réussite de la CAN 2023 qui s'est déroulée en janvier-février 2024? C'est vous les volontaires, c'est vous les bénévoles. Un des acteurs, et pas des moindres, aux côtés du Premier ministre en charge de la jeunesse de Côte d'Ivoire, fait quand même quelques rappels pour des mémoires promptes à l'oubli. On écoute ici M. Touré Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et porte-parole adjoint du gouvernement. L'une des actions fortes qui a été une plus-value dans cette CAN a été la sensibilisation pour le fair play. Oui, je me souviens que lorsque nous avons perdu contre la Guinée équatoriale, lorsque nos joueurs avaient des difficultés pour quitter le stade devant la colère donc des supporters, ce sont les volontaires qui ont sécurisé les joueurs, qui ont encadré les joueurs, qui ont accompagné les joueurs.
Je voudrais ici leur dire merci. Merci pour ce qui a été fait. Le ministre Touré Mamadou précise bien que ces bénévoles et volontaires ne seront pas oubliés après cette expérience. Il fait quelques rappels. Comment est-ce que nous allons capitaliser tout cela? Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, avait déjà anticipé. En 2023, en pleine année de la jeunesse, le chef de l'État a signé un décret créant le corps des bénévoles et des volontaires dans notre pays. Donc la première des choses, c'est que tous ces jeunes seront reversés dans le corps des bénévoles et des volontaires pour qu'ils puissent continuer leur mission, Et à cet effet, en lien avec mes autres collègues, membres du gouvernement, nous allons vous proposer dans les prochains jours un programme national des bénévoles et des volontaires. L'une des réformes sur la politique d'insertion cette année, que nous allons présenter dans quelques jours à l'occasion de l'an 2 du PJGouv, c'est de faire en sorte que les bénévoles et les volontaires soient dorénavant priorisés dans toutes les politiques d'insertion dans notre pays. C'est alors que le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Robert Begré-Mambé, a simplement qualifié avec son humilité légendaire les volontaires et bénévoles de cette CAN 2023 des debout. J'ai vu sur tous les stades l'intelligence, le sérieux et le professionnalisme des bénévoles et des volontaires. Ce matin, c'est vous, les debout. Je suis venu ce matin vous dire, au nom du président de la République, le président Alassane Ouattara, votre père et votre grand-père, que nous sommes fiers de vous. À tout seigneur, tout honneur, il n'a manqué aucun instant pour féliciter l'engagement du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour avoir mené à bien cette CAN 2023. Et dans ce palais des sports de Treichville, en présence des membres du gouvernement, les bénévoles et volontaires ont été honorés. Et dans cette fierté, présentant une fois de plus le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, qui donne désormais aux éléphants de la Côte d'Ivoire leur 3e étoile. C'est dans cette très belle ambiance de gratitude profonde des membres du gouvernement et du président de la République de Côte d'Ivoire à la jeunesse, aux 10 000 volontaires et bénévoles issus de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Félicitations à tous ces bénévoles et à tous ces volontaires. Nous n'oublierons notre gouvernement avec à sa tête notre chef de l'État, le président son Excellence Alassane Ouattara, qui non seulement a dédié cette année 2023-2024 à la jeunesse, mais aussi qui a vraiment œuvré pour que cette CAN soit belle. C'est une cérémonie, une belle cérémonie qui honore la jeunesse dans toute son entièreté. Et la CAN s'est bien déroulée en Côte d'Ivoire. Nous avons remporté la CAN et nous les bénévoles, nous avons apporté une touche particulière à cette organisation. Merci à la population, merci aussi aux autorités qui mettent la main dans ce qu'on fait. Il faut dire aussi que cette CAN a été vraiment bien organisée. Il y a eu de la mobilisation autour de cette activité. Les gens se sont massivement pour pouvoir participer à cette cérémonie. Je suis très heureux de participer à cette cérémonie. Vraiment, je suis très heureux pour cette initiative. Je dis merci toujours pour qu'on puisse toujours continuer dans cet élément. Ça a été vraiment une réussite. Vraiment, félicitations au gouvernement. Et félicitations à notre président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le scoutisme ivoirien a fourni beaucoup de bénévoles et de volontaires dans la participation de ces CAN. La participation de tous ces jeunes à la réussite de ces CAN ne s'arrêtera pas là, mais il y aura tout un programme qui sera développé pour eux après cette CAN, de telle sorte que lorsqu'on demandera ici en Côte d'Ivoire des bénévoles ou des volontaires, on pensera à tous ces milliers de jeunes qui, dans les premières heures, ont répondu présent. C'est la grande joie. La fête fut belle. Et les jeunes ont répondu présent. Tous les bénévoles étaient là.
à travers ce programme des bénévoles qui ont travaillé sur pratiquement toute l'étendue pour rendre aussi hommage à Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, qui s'est battu corps et âme pour promouvoir la jeunesse ivoirienne. Les bénévolats, d'autres ils vont prendre ça comme quelque chose qui n'a pas de valeur, mais moi qui ai milité à plusieurs mouvements en tant que bénévole, je sais ce qu'il y a derrière. Nous ne pouvons dire que merci au chef de l'État. Une importante délégation d'agro-industriels américains séjourne en Côte d'Ivoire. Il participe au forum économique sur l'acajou. Elle a été reçue le jeudi 28 mars 2024 par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, son Excellence Robert Begré-Mambé. Cette délégation, conduite par le président de l'Association of Food Industry des USA, AFI, M. Robert Paul Bauer, est constituée des plus hauts représentants des organisations en charge de la sécurité sanitaire aux États-Unis, son champ d'action étant la réglementation des imports-exports des produits alimentaires à la promotion de l'industrie de la noix de cajou. La délégation d'agro-industriels américains est venue à l'encontre du Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, pour renforcer les bases d'une collaboration efficace pour faciliter l'accès aux États-Unis d'Amérique de l'arnacade transformée en Côte d'Ivoire. À la sortie d'audience, le président de l'association Food Industry des USA, AFI, Mr. Robert Paul Bauer, a salué les efforts consentis par la Côte d'Ivoire pour le développement de son secteur agricole. Nous sommes enthousiasmés par ce qui se passe dans le secteur de l'anacade ici en Côte d'Ivoire. Il y a une croissance considérable et des opportunités. Cela va être très bénéfique, non seulement pour les agriculteurs, pour les personnes impliquées ici, mais aussi pour les clients du monde entier. Je sais que les entreprises américaines sont très motivées à faire des affaires avec des entreprises ici, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est producteur mondial de noix brutes d'acajou, NBC, avec plus de 1 200 000 tonnes en 2023. Le pays du président Alassane Ouattara se classe aujourd'hui au rang de deuxième pays exportateur mondial d'amandes d'acajou et ambitionne en 2024 de confirmer sa position. On prit part à cette audience aux côtés de la délégation américaine, des membres du Conseil coton anacade de Côte d'Ivoire, dont le directeur général est Adama Koulibaly. Et oui, en Côte d'Ivoire, désormais, chose faite, et pendant que les volontaires et les bénévoles de la Cannes 2023 étaient célébrés, la Côte d'Ivoire brillait, les éléphants brillaient encore sous l'ère de Hermès Faé du côté de l'Europe, où ils ont brillamment écrasé l'Uruguay par un score de 2-1. On a vu les éléphants briller de part et d'autre, on ne voyait que de l'orange circuler, comme pour dire les éléphants sont prêts à être présents à la Coupe du Monde 2026 et dignement représenter le continent africain. On se retrouve juste après la réclame. Nous allons faire un tour du côté du Tchad, le pays du président Mahamat Idriss Déby Itno. Le Tchad qui va aussi emboîter le pas comme ça au Sénégal avec des élections présidentielles. Le président de la République tchadienne a reçu les guides religieux de son pays. L'ordre du jour a été surtout la présidentielle du 6 mai 2024 qui marquera la fin de la transition en République tchadienne. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gozo Richard, Chacha Séverin et Marcel Bassolé. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a également reçu les leaders des 3 confessions religieuses. Il s'agit du Dr Cheikh Mahamat Katir Issa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Monseigneur Edmond Dissangar Guetbé, archevêque métropolitain de Jamena, et le révérend Dimalgar Madibaye, secrétaire général de l'Entente des églises et missions évangéliques du Tchad, accompagné de M. Dinar Ibrahim Anadif, coordinateur national de la plateforme interconfessionnelle. Les échanges avec le chef de l'État ont porté sur les échéances électorales à venir qui vont marquer la fin de la transition avec en toile de fond la question de la préservation de la paix et de l'unité nationale. L'ultime étape qui profile déjà à l'horizon étant la tenue le 6 mai prochain de l'élection présidentielle. Des perspectives somme toute importantes pour l'ensemble de la population et bien plus encore pour les leaders religieux. Soucieux de contribuer à leur manière pour une fin heureuse du processus dans la paix et dans la quiétude, ils sont venus à la rencontre du chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, garant du processus.
Ils ont voulu s'informer amplement sur les dispositions prises tout en faisant part de leur point de vue quant à l'état d'esprit global dans le pays. L'occasion était tout indiquée pour exprimer leurs préoccupations, leurs espoirs et leurs attentes quant à la manière dont le processus de transition sera mené et son impact sur la marche du pays. La finalité de la démarche, renseigne le révérend Djimalgar Madjibaye, secrétaire général de l'Entente des Églises et Missions évangéliques du Tchad, c'est de finir le processus en beauté dans la préservation de l'harmonie et de la paix au Tchad. Nous avons passé en revue toute la situation du pays et nous avons jugé utile donc de venir rencontrer le président parce que nous sommes en droite ligne vers la fin de la transition. Nous avons constaté tout ce qui se passe et nous sommes venus rencontrer le président pour nous enquérir de la manière où nous devrions donc bien terminer cette transition. Et en tant que religieux, il y a une parole de Dieu qui dit « mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Nous avons commencé la transition et nous sommes vers la fin. Il faudrait donc que nous fassions tout pour que cette fin soit heureuse, soit bonne. Mais si nous n'arrivons pas à bien terminer cette transition, eh bien, cela risque donc d'annuler tous les efforts que nous avons faits. Moment généralement de tension politique, les élections dans le contexte tchadien doivent surtout être des moments cruciaux pour la stabilité et l'unité nationale. La position des religieux mûrie au sein de la plateforme interconfessionnelle est le fruit de l'évaluation de la situation nationale qui n'a pas des points positifs d'après le révérend Djimalgar Madjibaye. Nous sommes tous dans la prière, mais nous ne pouvons pas seulement continuer à prier. Et il faudrait qu'on se rapproche de nos autorités pour avoir aussi des informations par rapport à l'effort qu'ils sont en train de consentir pour que cette transition soit agréable, soit bonne. Nous avons aussi constaté qu'en cette fin, il y a quelques difficultés. Nous avons énuméré ces difficultés, nous avons discuté avec lui. Lui aussi nous a répondu, il nous a montré sa bonne volonté donc de tout faire comme il a toujours fait en tendant la main. Il nous a rassuré qu'il fera de son mieux pour que cette transition puisse finir dans de bonnes conditions. Le président de transition Gérald Mahamat Idriss Déby Itno, pour sa part, a assuré les leaders religieux que leurs contributions et leurs conseils seront précieux pour la fin du processus, tout en réaffirmant son engagement pour la préservation de la paix, de l'unité nationale et du respect des droits et des libertés de tous les citoyens tchadiens. Il a loué le rôle des leaders religieux en tant que gardiens de la cohésion sociale et de la stabilité. Une charge assumée avec responsabilité, contribuant grandement à la préservation de l'harmonie et de la paix au Tchad depuis le début de la transition. Voici la déclaration des biens du patrimoine du président élu de la République du Sénégal. La déclaration de patrimoine du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, désormais président de la République du Sénégal, se définit comme suit. Sur le patrimoine foncier, un terrain de 80 mètres sur 40, d'une valeur de 3 millions de francs acquis en 2017. Un terrain agricole de 4 hectares 3, acquis en 2022, d'une valeur de 15 50 000 francs. Un investissement clôture forage et tout autre d'une valeur de 29 600 000 francs CFA. Un terrain nu de 200 mètres carrés à Thiès, acquis en 2009, d'une valeur de 700 000 francs CFA. Un foncier bâti, une maison bâtie sur un terrain de 200 mètres carrés à Mermoz, attribuée par le syndicat des impôts, domicile familial depuis 2021. Il possède 2 véhicules, l'un d'une valeur de 6 500 000 francs CFA, c'est une Focus 2012, acquise d'occasion en 2019, et une Ford Explorer Platinum d'une valeur de 19 millions de francs CFA. En avoir bancaire, le nouveau président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a un compte créditeur depuis le 19 mars 2024 avec un montant de 3 276 046 francs CFA. Et un autre compte créditeur depuis le 19 mars 2024 dans une autre banque avec un montant de 786 782 francs CFA.
Au chapitre des dettes, le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a un prêt sur avantage contracté le 5 septembre 2022 d'une valeur de 30 millions de francs CFA, ainsi qu'un prêt sur salaire contracté le 22 août 2022 d'un montant de 8 millions de francs CFA. Un autre prêt, le dernier, particulier d'ailleurs, un prêt d'un ami pour le champ, pour faire le champ, voilà. Pour faire une plantation de 10 millions de francs CFA. Voilà ainsi déclaré le patrimoine du nouveau président élu de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est terminé pour ce rendez-vous hebdomadaire de Constieka All Week News, tout en vous rappelant de suivre notre chaîne de télévision 24h sur 24 sur les www.cnntv.ci et en replay sur www.ciwebinfo.net. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Constieka. Au revoir.